Très bien. Voilà, on en a terminé un pour l'heure. Alors autant profiter pour gagner du temps, vu qu'on est vendredi, il y a beaucoup de monde ici. Rappelons bien sûr qu'il y a possibilité de nous suivre via les réseaux sociaux et le streaming Facebook qui permet à toutes celles et ceux qui n'ont pas fait le déplacement d'être quand même présents avec nous virtuellement. La communication saïdale, le rôle de la bioanalyse dans le processus d'une étude de bioéquivalence. Vous allez comprendre tout cela puisque la thématique est d'actualité et elle le restera avec le docteur Tas Selwa à qui je donne la parole et qui représente les laboratoires saïdal. Je vous en prie. Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci d'être venus si nombreux. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à l'un des sous-processus du processus de la bioéquivalence qui est la bioanalyse. Avant tout, donc, je tiens à introduire la bioanalyse comme tout simplement comme de la biologie appliquée à la chimie. Donc la bioanalyse, elle a toujours contribué aux études et aux investigations du développement des médicaments à travers toutes les étapes, donc études précliniques, cliniques, pharmacocinétiques, pharmacotoxicologiques, pharmacodynamiques et même des études de tolérance pour certains vaccins ou médicaments d'origine biologique. Bon, j'ajoute qu'à partir de cela est considéré comme le seul outil de quantification et de mesure des analytes et leurs métabolites et ou leurs métabolites dans les milieux biologiques, la bioanalyse a été considérée comme sous-discipline officiellement de la chimie analytique. Aussi, je tiens à signaler que selon quelques statistiques donc, publiées dans le Figaro en France, plus de 40% des laboratoires qui exercent dans les études cliniques réalisent leurs études de bioéquivalence dans des laboratoires carrément indépendants, spécialisés dans l'investigation bioanalytique. Et ce, étant donné la complexité des techniques bioanalytiques, ça prend du temps. C'est des techniques et c'est une approche qui est assez complexe plutôt. Ça implique le recours à des technologies très pointues, surtout en matière de détection. Et l'investigation, elle est quand même, ça nécessite aussi l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Au centre de bioéquivalence, ce travail, il est réalisé grâce à une équipe composée de pharmaciens spécialistes, biologistes, médecins et chimistes. Et on a tendance aussi à voir dans les bibliographies qu'on évoque beaucoup plus les contraintes liées à l'approche bioanalytique plus que le processus lui-même. C'est normal, donc cela est toujours, comme je viens d'expliquer, cela est dû à la complexité des étapes et à la difficulté de travailler et de doser le médicament dans les milieux qui sont quand même pleins d'interférents. Voilà, donc sans tarder, on va défiler rapidement donc, le sommaire. Nous allons introduire brièvement la bioanalyse. Je crois que je viens de le faire. Puis je vais juste citer les missions du Centre bioéquivalence saïdal, centre pionnier, responsable de la réalisation des études de bioéquivalence et l'interchangeabilité entre médicaments de référence et médicaments génériques dans un but d'étude de l'efficacité et de la sécurité. On va détailler un petit peu le processus d'une étude de bioéquivalence, puis après on s'intéressera de façon plus large à la bioanalyse. Donc voilà, en introduction, et comme je viens de dire, que le processus de découverte et de développement des médicaments connaissent des changements radicaux. Depuis les années 90, la bioanalyse accompagne et contribue efficacement au développement du médicament dans toutes ses phases, précliniques, cliniques, et implique actuellement la contribution des tests de pharmacocinétique, que ce soit, encore une fois, pour le médicament à substance chimique ou pour le médicament biologique. L'émergence du domaine de la bioanalyse en tant qu'outil essentiel dans ce processus est maintenant bien comprise et mondialement acceptée. Il faut savoir qu'une méthode bioanalytique sensible, spécifique et robuste, elle est nécessaire quand même pour réussir ce processus.
de bioéquivalence. On va rappeler juste quelques définitions concernant la bioéquivalence qui est connue comme l'étude de comparabilité de biodisponibilité entre le médicament de référence et le médicament générique, mais il existe quand même plusieurs définitions tenant compte d'autres aspects comme l'aspect statistique de la bioéquivalence. On note et on définit la bioéquivalence moyenne comme la seule à être requise sur le plan réglementaire, comme l'exigent l'EMEA, l'FDA et l'OMS, les différentes guidelines. Elle étudie l'interchangeabilité entre produits de référence et génériques. Et je rappelle encore une fois que c'est la mission principale du centre de bioéquivalence de Saïdal. La bioéquivalence de population, donc elle permet à elle de documenter l'interchangeabilité de deux formulations lors d'une première prescription. C'est toujours l'étude de l'interchangeabilité, mais dans un autre cadre, c'est le cadre prescriptif. La bioéquivalence individuelle, elle permet de documenter le caractère substituable d'une formulation chez un patient qui est déjà particulièrement sous traitement. Alors, il faut savoir que les dernières recommandations européennes qui datent de 2020 ne donnent pas une définition formelle de ce qu'est la bioéquivalence. La fameuse phrase disant que two medicinal products containing the same active substance are considered bioequivalent if they are pharmaceutically equivalent or pharmaceutical alternatives and their bioavailabilities, rate and extent. Donc, je tiens à vous lire tel qu'il est sur la guidelines. After administration in the same molar dose lie with acceptable predefined limits. These limits are set to ensure comparable in vivo performance, similarity in terms of safety and efficacy. Selon le MEA, ce texte doit être compris comme une affirmation à caractère juridico-réglementaire plus qu'elle l'est biologique. Et enfin, je tiens à rappeler que l'estimation des critères pharmacocinétiques par l'outil de la bioanalyse permet de démontrer de façon univoque une bioéquivalence pour une substance agissant de façon systémique. On va passer... Pardon. On passe maintenant à la présentation du centre de bioéquivalence, centre pionnier, entité spécialisée du groupe Saïdal dédiée à la réalisation des études de bioéquivalence. Il est situé à UCND Alger. Il s'étale sur une superficie de 700 mètres carrés. Il comporte 3 structures principales. La clinique située au premier étage, le laboratoire de bioanalyse au rez-de-chaussée, la structure de traitement des données au rez-de-chaussée aussi, participant les 3 à la réalisation et l'accomplissement du processus de bioéquivalence. En avril 2021, le centre de bioéquivalence a obtenu l'autorisation provisoire de préparer le dossier de la première étude de bioéquivalence par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Cette autorisation a eu de l'effet sur la... Bon, on a obtenu cette autorisation comme confirmation aussi de la conformité des locaux à abriter des études de bioéquivalence et on est en phase de préparation du système documentaire nécessaire pour la réalisation de ces études. Voilà, donc... comme je viens d'expliquer, donc le centre, il est quand même doté, il est divisé donc en trois niveaux donc principaux. La clinique qui a une capacité d'accueil de 16 lits avec une possibilité d'extension située au premier étage. Donc le traitement des données qui est une structure située au rez-de-chaussée aussi, et le laboratoire qui est construit selon les normes et au respect des bonnes pratiques de laboratoire. Donc au niveau de la clinique, nous avons plusieurs espaces. Donc c'est un espace déjà qui est réservé pour l'accueil et le confort, le bien-être des volontaires. Donc on note une salle de détente, c'est là où on reçoit les volontaires déjà.
Aussi, c'est ici où on soumet aux volontaires la lettre d'information pour qu'ils prennent connaissance de ce qu'ils vont prendre comme médicament, donc du médicament de l'étude, ainsi que les effets secondaires. Et c'est ici qu'ils reçoivent et qu'ils signent le consentement éclairé. Les volontaires, il faut savoir qu'ils viennent de leur propre gré, donc il n'y a pas de pression ou une quelconque pression donc exercée. Et les volontaires, je signale qu'ils font partie du grand public notamment. Donc il y a aussi une chambre des volontaires, donc elle est quand même équipée de Wi-Fi, d'un système de climatisation, d'un appel à l'infirmier, une salle de stockage des médicaments de recherche pour les médicaments, donc c'est à la pharmacie, une salle de prélèvement, une salle des soins avec des équipements pour la réanimation et les soins d'urgence et quelques consommables et une salle de repas. Le laboratoire, donc au laboratoire on trouve une salle de préparation des échantillons, donc ou une panoplie d'équipements qu'on retrouve généralement dans les laboratoires de bioanalyse. Existe une salle de stockage pour les échantillons qui abritent des congélateurs à ultra basse température, des salles de pesée, des salles de chromatographie et aussi des salles de stockage pour les réactifs. La structure du traitement des données, donc voilà, donc il y a le logiciel au niveau de la structure du traitement des données, donc j'ai pas d'équipement à présenter sur les photos. Il y a des locaux aussi annexes, comme la salle de serveur pour la conservation et stockage des datas et des informations en ligne, la salle d'archivage avec un accès contrôlé et la salle de réunion. Donc, la mission principale du centre de bioéquivalence, c'est d'assurer la prestation de services en études de bioéquivalence pour les opérateurs pharmaceutiques en étudiant l'équivalence in vivo entre les médicaments génériques à usage humain versus médicaments de référence afin de prouver l'efficacité et la sécurité du générique. Donc pour le processus, donc on va tout de suite afficher le processus. Je vais essayer d'être rapide. Donc le processus de bioéquivalence, puisque c'est un rappel. Donc on commence par la validation du protocole de l'étude et ses annexes entre promoteurs et investigateurs tout au début d'un processus de bioéquivalence. Puis après, on prépare la méthode. Il faut qu'elle soit validée. Donc c'est le développement et la validation de la méthode bioanalytique, donc pour traiter les échantillons de l'étude. Par la suite, on soumet le dossier au comité d'éthique pour avis et au ministère de l'Industrie Pharma. L'obtention de l'autorisation de lancement de l'étude par le ministère de l'Industrie Pharma déclenche la sélection des volontaires qui sont les personnes qui se prêtent à l'étude. Et par la suite, l'étude clinique proprement dite, donc c'est la réalisation de l'essai, ce qu'on appelle l'essai aussi. Donc, et la bioanalyse intervient après cela pour appliquer la méthode de traitement de l'échantillon. Si vous remarquez, donc il y a la bioanalyse qui intervient en amont, juste avant de la soumission du dossier au comité d'éthique. Donc pendant le développement de la méthode, elle intervient après l'étude pour le traitement des échantillons de l'étude et par la suite, donc l'analyse pharmacocinétique et traitement des données au niveau de la structure de traitement des données. Donc, après qu'ils reçoivent les valeurs en concentration, en fonction du temps, donc c'est dans le but de calculer et de comparer les paramètres pharmacocinétiques entre générique et princeps, et à la fin il y a un rapport final à rédiger. Donc nous allons nous intéresser donc particulièrement à la bioanalyse et son rôle dans ce processus. Il faut savoir que la bioanalyse, encore une fois, joue un rôle pivot dans le processus bioéquivalence et détermine le succès de ce processus. Donc la bioanalyse, comme j'ai déjà expliqué, est une sous-discipline de la chimie analytique, donc c'est officiel, c'est une définition officielle maintenant. Elle couvre la mesure quantitative des xénobiotiques, donc tous médicaments et leurs métabolites, molécules biologiques aux macromolécules, protéines, ADN, métabolites, dans le milieu biologique. Garantir la haute qualité des méthodes de bioanalyse est d'importance critique. Il est essentiel que les méthodes bioanalytiques utilisées dans les études de bioéquivalence soient bien caractérisées et bien choisies, soient validées
validé déjà selon la réglementation et soit documenté afin d'assurer la fiabilité des données à l'appui des décisions réglementaires. Nous allons aborder le rôle de la bioanalyse au centre de bioéquivalence. Comme je viens de dire que la bioanalyse intervient en amont, au milieu et à la fin de chaque étude de bioéquivalence, avant la réalisation de l'étude, le rôle de la bioanalyse contribue à la recherche bibliographique, l'élaboration d'un protocole d'extraction, mise au point des paramètres analytiques et la prévalidation et validation du protocole du dosage. Pendant l'étude, grâce à la bioanalyse, pendant l'étude bioanalytique, donc on reçoit les échantillons collectés, on traite les échantillons selon le protocole qui est déjà prévalidé, on dose en utilisant des techniques de haute technologie comme la LC-MS. Après l'étude, donc il y aura l'établissement du rapport de l'étude bioanalytique. Maintenant, nous allons aborder les étapes plutôt d'une étude bioanalytique. Il faut savoir qu'en bioanalyse, le développement de la méthode, la validation et l'analyse des échantillons en routine, ces trois étapes sont cernées et cadrées par la réglementation de façon stricte. Pendant le développement, on entend par le développement de la méthode d'extraction et le mode de détection surtout. Dans la méthode d'extraction, on insiste sur la sélectivité. Si on arrive à faire à réaliser une méthode d'extraction c'est la plus sélective possible, donc on peut garantir moins de problèmes lors de la détection. Tandis que pour la détection, donc on vise la sensibilité et la précision aussi et la robustesse. La validation de la méthode selon les guidelines, donc sous ce titre, on peut dire que les paramètres de validation ne sont pas toujours suffisants pour obtenir les résultats exacts et précis, malheureusement, dans l'échantillon réel, parce qu'en fait, le principe et la difficulté en bioanalyse, elle se situe dans le fait qu'on compare un échantillon qui est irréel, c'est ce qu'on appelle l'échantillon enrichi ou appelé communément le spiked sample, avec un échantillon réel, donc les incurred samples. Et je continue en disant donc le recours à des calibrateurs pour suivre la suitabilité des résultats est nécessaire. Il faut savoir que pendant l'étude, même avec une méthode qui est déjà validée, on a besoin d'intégrer certaines concentrations, certains échantillons de concentration connus de façon aléatoire généralement dans la séquence et le batch d'études, et ce dans le but de s'assurer de l'exactitude et de la précision de la méthode. Voilà, l'analyse des échantillons en routine, c'est ce qui se fait le jour de l'étude même. La démonstration des résultats des incurred samples a demeuré indispensable depuis l'apparition de la nouvelle exigence de la FDA 2006. Il faut démontrer la reproductibilité de la méthode, pas sur des échantillons de validation ou sur des calibrateurs, mais plus que ça, sur un petit lot des échantillons dont on a obtenu des résultats satisfaisants, des échantillons de l'étude. C'est-à-dire qu'il faut prouver que ma méthode n'est pas seulement valide sur des échantillons dont on maîtrise la concentration, mais plutôt sur des échantillons qui me sont inconnus. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est strict. C'est aussi strict que ça. Alors, pour les principes d'une étude bioanalytique, donc il ne faut pas confondre étapes et principes. Donc, pour l'étude bioanalytique, elle est basée principalement sur deux choses, donc deux fonctions, donc le traitement et la préparation de l'échantillon et la détection. Alors, pour le traitement de l'échantillon, on peut dire là-dessus que cette étape représente la partie la plus critique. Cette difficulté est due au temps nécessaire pour conclure une méthode. Ça prend du temps, je vous assure, mais je vous rassure, il y a toujours des solutions. Donc, ça prend du temps pour trouver une méthode d'extraction, pour arriver à une méthode d'extraction qui est quand même assez efficace, et à la difficulté liée à la complexité de la matrice. Il ne faut pas oublier les concours de développement dans la bioanalyse. Donc, on cherche à, si je me permets de dire, à salir au maximum ma matrice pour
pour me retrouver dans les plus difficiles des situations afin de me préparer aux échantillons de l'étude parce que j'aurai affaire à des inconnus quand même. Donc le traitement consiste à la purification généralement de l'échantillon et sa concentration par le biais des différentes méthodes d'extraction. Les techniques les plus communément utilisées, j'imagine qu'elles sont connues, donc l'extraction liquide-liquide, l'extraction solide-liquide et l'extraction par précipitation des protéines. Les trois techniques ont pour facteur commun qu'elles dépendent étroitement des propriétés physico-chimiques de notre analyte ou de la molécule à séparer, donc de sa polarité, de son pKa. Il faut noter que généralement, à titre de rappel, les molécules sont tous groupées selon le même pKa et on a tendance, la molécule, donc elle a tendance à aller et à se partager, si je peux le dire, donc dans un milieu où le pKa est inférieur au sien. Donc la précipitation des protéines, comme je crois que je suis en train de reprendre la phrase, pardon. Une bonne méthode d'extraction doit préserver l'intégrité de l'échantillon tout au long de l'application de la procédure 2% à 5% du volume total. Je m'explique. Puisqu'on est en train de simuler un échantillon qui est inconnu, qui est l'échantillon de l'étude, il ne faut pas tricher, entre parenthèses, il faut simuler au maximum l'échantillon de l'étude, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de surcharger un échantillon d'une quantité qui est majoritaire en solution aqueuse par rapport au plasma. Voilà. Et la comparer par la suite avec un échantillon qui est majoritairement biologique. C'est une question de logique, voilà. Encore. Bon. Pour l'extraction liquide-liquide, donc on va citer rapidement donc, ses avantages et ses inconvénients. Je rappelle aussi que c'est une méthode qui est basée sur le partage de l'analyte entre deux phases, une phase organique et une phase aqueuse. Généralement, on extrait l'analyte dans une phase organique. Pourquoi? C'est afin d'éviter d'entraîner les interférents parce qu'il y en a beaucoup dans la phase aqueuse, phospholipides, les sels, surtout dans le cas des urines. Voilà, cette technique, elle présente l'avantage qu'elle soit conduite généralement à un échantillon, qu'elle conduit plutôt généralement à un échantillon net et clean. Contrairement à ce qu'on pense, l'extraction liquide-liquide, elle est plus efficace en matière de pureté d'échantillon plus que la SPE, l'extraction solide-liquide, avec des rendements satisfaisants et un effet matrice vraiment négligeable. On va revenir là-dessus pour l'effet matrice, car les composés ionisés de la matrice, comme quelques phospholipides, présentent une faible partition dans la phase organique. L'élimination facile des sels inorganiques aussi, on la voit grâce à cette méthode. Donc, technique peu coûteuse et simple et évolutive vers l'extraction liquide soutenue. La présence des charges offre à la molécule un pouvoir électrostatique potentiel d'interaction, d'où la liaison ou la répulsion avec des composés endogènes. Comme inconvénient, on peut citer que la technique est quand même sensible aux propriétés du solvant d'extraction, point d'ébullition et viscosité. Dans le cas, je cite juste à titre d'exemple, dans le cas où on a recours à un solvant comme mauvais choix, si on choisit un solvant avec un point d'ébullition qui est élevé, on risque par la suite de surchauffer pour pouvoir l'évaporer, donc ça revient vers ça, et par la suite peut-être on aura à affecter donc l'échantillon. Et la non-applicabilité de cette méthode sur toutes les molécules, surtout les hautement polaires qui sont difficiles à extraire. La formation parfois des émulsions qui provoquent une perte de l'échantillon. De toute façon, la perte de l'échantillon est inévitable. C'est pour ça qu'on parle dans l'extraction ou dans les méthodes d'extraction, on ne se base pas beaucoup sur le rendement, on se base plus sur la reproductibilité de l'extraction. Il faut que j'extrais de la même façon le long de mon intervalle de dosage, surtout en très faible concentration. L'automatisation de cette technique, je pense qu'elle n'est même pas existante, donc elle est difficile ou presque impossible. L'utilisation des grands volumes du solvant organique. Donc brièvement, on va rappeler aussi le principe de l'extraction solide-liquide, donc appelé communément la chromatographie on-off. Pourquoi on-off? Parce que dans ce cas, on peut maîtriser le débit. Donc c'est nous-mêmes qui arrêtons l'écoulement de la phase. C'est pas comme dans la chromatographie HPLC. Donc elle est préférable à l'extraction liquide car elle absorbe les molécules ionisées. Elle est préférable pour les analytes non ou polaires. Elle est reproductible select et donne un bon rendement généralement. Donc elle est très automatisable. Alors là, c'est l'actualité.
donc c'est très à la mode. C'est les inline extraction, donc c'est l'SPE qui est rattaché au système de détection. L'inconvénient, c'est qu'elle coûte quand même cher. Il y a des cartouches quand même à acheter. C'est du consommable. Ça s'épuise rapidement. Souvent, on a besoin d'un processeur robotique pour traiter un nombre élevé des échantillons. Et c'est le cas de la bioanalyse. Donc, on a affaire à des échantillons qui dépassent les 90 échantillons par session. Donc, elle est complexe quand même. Elle reste complexe étant donné la multiplication des étapes. La dernière méthode, qui est la méthode d'extraction par précipitation de protéines, bon, c'est la plus simple, c'est la moins coûteuse, elle aide à éliminer les protéines avant même de les précipiter. On ne cherche pas à dénaturer les protéines, on cherche plutôt à les déshydrater si vous voulez, tout en éliminant la couche qui enveloppe la protéine pour permettre sa précipitation. Utilise un faible volume de solvant, c'est de l'ordre des microlitres. D'ailleurs, c'est moins que des tubes, donc on manipule dans des godets, dans des microtubes ou tubes Eppendorf. Elle est simple, elle est peu coûteuse, elle est rapide. Comme inconvénient, on note que certaines protéines sont solubles quand même dans le solvant d'extraction et seront entraînées dans le surnageant, la phase du surnageant, et par la suite injectées dans la colonne et colmatées. Et bonjour les problèmes. Voilà. Nous allons évoquer la détection. Donc, une bonne chromatographie est essentielle afin de compléter une bonne méthode d'extraction pour avoir une méthode robuste. Depuis 2004, des études comparatives ont montré que l'effet de matrice, l'effet matrice, en gros, c'est la potentialisation ou la suppression de la réponse de l'analyte qui est due à la présence des interférents. Donc, il y a l'interférent, il participe avec, il est là, donc on n'arrive pas à l'éliminer. Et puis, soit il me supprime, il me diminue la réponse de l'analyte d'intérêt, soit il la supplémente, quoi. Les techniques chromatographiques étaient notablement réduites en UPLC par rapport à l'HPLC. Actuellement, on a recours à je crois que c'est l'inverse. En UPLC par rapport à l'HPLC. Actuellement, on a recours à des colonnes de taille de particules inférieures à 2 micromètres qui vont jusqu'à 1,7 micromètres. Cette technologie associée à une haute pression qui atteint les 15 000 psi au lieu des 4 000 psi, donc permet d'augmenter la résolution des pics et la sensibilité en temps d'analyse qui n'excède pas généralement la minute. L'UPLC, elle prend place à l'HPLC, donc avec un pouvoir séparateur très important, on obtiendra des pics fins et long. Les substances interférantes coéluent moins avec les analytes et le volume introduit il est plus faible de 2 microlitres au lieu de 5 microlitres. J'ajoute le temps d'analyse qui est vraiment très réduit. En fait, c'est comme le principe, c'est comme quand on cherche à chasser un objet avec un tuyau. Donc, il suffit de pincer le tuyau pour chasser plus vite donc, et le jeter plus loin. Et si on raccourcit la longueur du tuyau, c'est encore mieux. Mieux que ça, et idéalement, on diminue le calibre du tuyau et c'est à peu près le principe de passage de l'HPLC à l'UPLC. Donc voilà, c'est juste pour vous mettre dans l'image. Donc, alors, on va parler maintenant du mode de détection qui est connu pour être le plus efficace. Donc, contrairement aux méthodes bioanalytiques utilisant la HPLC avec des détecteurs tels que l'UV, la fluorescence et l'électrochimique, donc il faut savoir qu'on n'est pas en train d'écarter l'HPLC, bien au contraire. Elle a toujours contribué aux études de bioanalyse dans le cadre de la bioéquivalence, mais la LC-WMS ou la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem, elle a quand même pris place à cette technique. Elle est perçue maintenant comme une technique très sélective, sensible aux faibles concentrations, surtout pour les interférents observés et, j'insiste, connus. Donc, pour l'heure, le premier critère de choix d'un système de détection, en dehors du prix bien sûr, est sa sensibilité. Au-delà, la simplification des méthodes d'extraction pour minimiser les erreurs reste quand même importante. Il ne faut pas négliger, comme on vient d'expliquer, donc la méthode d'extraction.
pour réussir, bien sûr, c'est pratique. Le détecteur de choix et le spectromètre de masse en tandem, couplé à la chromatographie liquide. L'évolution des techniques d'ionisation mène actuellement à l'utilisation principalement de 3 types d'ionisation. Il faut savoir que tout se joue dans l'ionisation. C'est là où on cherche à se débarrasser au maximum de la phase mobile ou de la fraction liquide. Malheureusement, certains interférents peuvent quand même s'échapper et atteindre le détecteur. Donc l'électropulvérisation ionisation, la pression atmosphérique chimique APCI qui est quand même connue, qui est classée numéro 1, ou encore la spectrométrie de masse en temps de vol, le cut-off. Donc ces 3 techniques ont pour point commun de supprimer, pour mission plutôt, de supprimer la phase mobile après introduction de l'échantillon. Donc sur cette photo, je vous présente l'équipement phare du centre de bioéquivalence. C'est une technologie nouvelle, c'est une LC-MS, c'est une UPLC-MS, je précise, quadripolaire. Donc elle est couplée à un spectromètre de masse Xevo TQD. Donc on peut dire là-dessus que ce quadripôle est conçu spécialement pour des applications à très haute pression, donc l'UPLC. L'équipement aussi, ou le quadripôle, donc il comporte différentes options d'ionisation. L'intervalle de masse, il est quand même large, de 2 à 2048 masses sur Z. La sensibilité, je vous assure qu'elle est haute. Donc avec une solution de 1 picogramme par ml, en injectant de la réserpine en mode Easy+, on obtient facilement un bruit de fond. Alors, les technologies incorporées qui justifient pourquoi le centre de bioéquivalence a opté pour ce genre d'équipement ou pour ce modèle, c'est le mode radar qui offre la possibilité d'avoir un full scan MS en même temps qu'une quantification AMRM, l'Intellistar et le Compedia qui permettent une configuration et une vérification rapide automatisée du système, et toutes ces méthodes associées à la planification automatique des transitions MRM et pour optimiser surtout les performances. La technologie PIX qui permet de déclencher automatiquement le spectre de l'ion product quand le pic est détecté par MRM. Voilà. Maintenant, on va décrire brièvement le monitoring ou le suivi du développement d'une méthode bioanalytique. Il faut savoir que le plan de l'étude bioanalytique doit être documenté. Les étapes menant au protocole bioanalytique doivent être retracées. On commence par récolter des informations sur l'analyte et son étalon interne, comme on a déjà expliqué auparavant. Donc c'est de la recherche bibliographique. On passe à l'optimisation des conditions chromatographiques et paramètres instrumentaux, tout ce qui est débit, type de détection, longueur d'onde, type d'ionisation, et tout ça profite du gradient surtout, et tout ça sur des échantillons purs. Ce qu'on appelle les échantillons purs, c'est les échantillons aqueuses. Par la suite, dans le cas de la LC-MS, on réalisera un test de post-colonne, donc infusion, afin de régler et de fixer les paramètres en électricité, en voltage plutôt, donc en plus juste en voltage. On prépare les solutions par la suite enrichies, donc les spiked simple dont on a parlé tout à l'heure, et on optimise la technique d'extraction. Je vous assure qu'à ce niveau-là, donc c'est des résultats qui sont carrément différents de ceux obtenus avec les solutions aqueuses. L'application et vérification de la limite inférieure de quantification afin de cadrer l'intervalle de dosage. Il faut savoir que grâce à cette technique, grâce à la technique, on cherche à obtenir de meilleurs résultats dans la plage des concentrations faibles. Donc l'établissement des courbes de calibration et des sécu, l'évaluation initiale de la sélectivité, le rendement, le carry-over. Donc je rappelle que essentiellement on a affaire à 2 problèmes majeurs. Le carry-over défini comme l'apparition des pics fantômes de l'analyte, mais dans une matrice vide, dans un plasma vierge. Donc l'effet matrice, effet des phospholipides, stabilité des solutions biologiques, et à cause de tout cela est discuté dans le développement et cerné dans le développement. Alors, il faut retenir comme point essentiel pour réussir le développement bioanalytique, il faut investiguer l'effet du carry-over et par le réglage du pH et la phase mobile, et éviter les randomisations, éviter d'injecter
au hasard les échantillons, prendre des précautions quant aux techniques de décontamination en LCMS. Il faut investiguer l'influence de l'anticoagulant de toute substance co-administrée, risque ou susceptible d'apparaître pendant l'étude. Il faut utiliser des étalons internes de préférence de terré. Bon, je sais qu'ils sont chers, mais c'est les meilleurs. Identifier les sources responsables de l'effet matrice et travailler sur la méthode. Maintenant, on va décrire brièvement le cadre réglementaire de l'étude de bioéquivalence. Il faut savoir qu'il y a des référentiels internationaux donc connus et appliqués à travers le monde de la bioanalyse. C'est clair, c'est explicite, c'est juste qu'on manque d'outils dans ces référentiels, c'est-à-dire qu'on vous demande de réaliser le paramètre avec une description de la chose et on ne vous donne pas les astuces, c'est normal. Donc après, ça sera un cassement de tête, donc c'est une affaire d'investigation. Donc le premier texte de la FDA, et il y a aussi, qui est apparu en 2001. Par la suite, le texte de l'EMEA qui a fait son apparition en 2011, le texte de l'FDA en 2018. Donc il faut savoir que les recommandations FDA et EMEA sur la validation des méthodes bioanalytiques sont similaires mais pas vraiment identiques. L'ICH est venu en 2019 pour harmoniser ces textes-là et éviter de se perdre et de passer du temps inutilement à appliquer les deux guidelines séparément. Il faut savoir que le centre de bioéquivalence de Saïdal suit l'ICH M10 comme référence dans la bioanalyse. Enfin, et pour conclure, je rappelle que l'étude de bioéquivalence, qu'une étude de bioéquivalence représentative exige une technique bioanalytique sensible, spécifique et robuste. La faille importante qui existe entre les résultats des échantillons enrichis, les spiked simple, lors de la validation et les résultats des échantillons réels en routine, rend le développement et la validation en bioanalyse une tâche trivial à ne pas négliger. Une bonne investigation préanalytique des facteurs affectent la qualité des résultats et aide à l'aboutissement de la méthode bioanalytique plus facilement et en moins de temps. Et je vous remercie pour votre attention.